Une note énigmatique, un bouquet disparu, et un calendrier qui cache bien plus que des dates. Bienvenue sur Nuit criminelle, je suis votre hôte Henri. Cette communauté grandissante est vraiment remarquable. Laissez un commentaire et partagez d'où vous écoutez. Vos commentaires donnent vie à ces mystères. Merci d'être là. Commençons. Le village de Lower Bynefold baignait sous un pâle soleil d'avril. Ses jonquilles ondulant doucement dans la brise, comme pour saluer poliment l'arrivée du printemps. C'était le genre de matinée qui appelait à des scones, à la confiture, qui a des bavardages au salon de thé, ou à une taille délicate au jardin, peut-être avec un chapeau incliné juste pour bloquer les rayons. La vie, comme toujours, ronronnait à son rythme, ordonné, structuré et connu. C'est un tel matin que la vitrine du fleuriste Harridan est devenue l'objet d'une attention inhabituelle. La boutique elle-même était nichée entre la poste et la pharmacie. Ses vitrines constamment embuées par l'humidité des fleurs fraîchement coupées et le doux bourdonnement d'un radiateur cabossé. Mais ce matin, un nouveau calendrier était accroché derrière le comptoir. C'était un de ces calendriers promotionnels. 12 pages d'illustrations sur papier glacé, chacune ornée d'un joyeux croquis botanique et d'un espace pour les notes. Quotidienne. Miss Clarissa Harridan, la propriétaire, n'était pas connue pour son tempérament artistique. Femme brusque d'une 50aine d'années, avec un sens pour les orchidées et une oreille pour le scandale, elle s'écartait rarement des arrangements pratiques et des horaires. Le fait qu'elle ait griffonné quelque chose, plusieurs choses, avec un crayon épais et rouge vif, certains jours spécifiques du mois d'avril a été remarqué quelques minutes après l'arrivée du premier client. On dirait des codes, ou peut-être des initiales, murmura Madame Crocombe, en scrutant le calendrier tout en faisant semblant d'inspecter un bouquet de freesia. TC, DA, 3 points d'interrogation le 15e, et ce symbole étrange, le 23e, comme une étoile barrée d'une tasse de thé. Clarissa l'avait surprise à la regarder. « Message privé, Madame Crocombe. Rien qui puisse vous inquiéter. » Mais cela la préoccupait, et pas seulement elle. En moins d'une heure, le calendrier était devenu le sujet de conversation de Lower Bynefold. Au salon de thé Red Hen, autour de crumpets beurrés et de darjeeling mijoté, une douzaine de théories étaient avancées avec la solennité habituellement réservée aux réunions paroissiales ou aux rares incidents d'un vitrail brisé à Saint Mildred. C'est un code romantique Fancy Wentatistica, insista Mademoiselle Pellington, qui enseignait le piano et portait du lavande perpétuel. Elle rencontre un admirateur secret. Croyez-moi, il se passe quelque chose de honteux, peut-être étranger. N'importe quoi, railla le major Trench, à la retraite en tirant sur sa cravate moutarde. C'est de la comptabilité, des commandes de fleurs. Cette femme n'a pas souri depuis Thatcher. Mais la plus observatrice d'entre elles, Miss Jane Marple, était assise tranquillement dans un coin du salon de thé, tricotant, le léger cliquetis des aiguilles offrant un contrepoint au brouhaha des spéculations. Elle n'interrompit pas. Elle avait appris depuis longtemps que les gens laissés à eux-mêmes en révélaient souvent plus qu'ils ne le souhaitaient. Elle avait remarqué, par exemple, que lorsque Madame Crocombe racontait le calendrier à la pièce, elle citait mal les dates. Le 15e, dit-elle. Mais j'aurais juré que le symbole était inférieur au 14e, pensa Jane, et Miss Pellington, malgré tous ses discours sur les rendez-vous honteux, avait une connaissance étrangement précise du calendrier, d'accouchement de Clarissa. Plus curieusement, Clarissa elle-même n'avait pas ouvert sa boutique ce matin-là. Il s'agissait du constable du village, le jeune sergent Flint aux joues rouges qui arrivait essoufflé au salon de thé peu après, 11 heures, après avoir reçu un appel anonyme l'informant que quelque chose n'allait pas chez le fleuriste. Il n'eut pas l'air content de constater que la moitié du village spéculait déjà sur les pots de confiture. Maintenant, ne faisons pas des montagnes avec des taupinières, a-t-il soufflé. Je vais juste m'assurer que tout est en ordre. Miss Harridan est peut-être simplement tombée malade. Elle ne manque jamais une matinée, déclara Madame Crocombe.
Même pendant la grande panne d'électricité, elle ouvrait sa boutique à la lueur des bougies. Miss Marple plia son tricot et se leva. « Je me demande, dit-elle doucement, si le sergent Flint pourrait m'autoriser à l'accompagner. Je connais Miss Harridan depuis de nombreuses années. Si elle est effectivement indisposée, je pourrais peut-être être d'une certaine utilité. » Il avait l'air incertain. « Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de mal. » Et ainsi, ils parcoururent, tous les deux la courte distance jusqu'au fleuriste, où la cloche au-dessus de la porte tinta faiblement, tandis que Flint la poussait. Il faisait froid à l'intérieur du magasin, étrange compte tenu du bourdonnement habituel du radiateur, et sentait fortement les lys périmés. Des bouquets se fanaient sur le comptoir. La caisse enregistreuse était intacte. Le calendrier était toujours là, les marques rouges contrastant avec le blanc. Ils l'appelèrent par son nom. Pas de réponse. La pièce du fond, séparée par un épais rideau de velours, était sombre. Et là, parmi les plateaux de graines retournées et les roses en train de sécher, Clarissa Harridan gisait affalée à côté d'une caisse de bulbes de tulipes. Ses yeux étaient ouverts et vitreux, et ses mains étaient anormalement écartées. Une paire de cisailles de jardin gisait à proximité, leurs poignées enduites de quelque chose de sombre et de croûte. Le sergent Flint jura doucement et attrapa le téléphone fixé contre le mur du fond. Miss Marple ne dit rien au début. Elle a simplement observé. L'air n'était pas agréable, plus frais qu'il n'aurait dû l'être. Une seule jonquille était tombée sur le sol et avait été écrasée sous les pieds, laissant une trace jaune vif comme de la peinture. Elle se retourna vers le calendrier. Le 15e, celui marqué de 3 points d'interrogation, était demain. Mais c'était la veille, le 14e, qui portait cet étrange symbole. Une sorte de X dentelé, avec un cercle en son centre. Elle se pencha plus près. Pas un symbole du tout, réalisa-t-elle. C'était la forme d'un moulin à vent. Et juste au-dessus, faiblement mais lisible à la mine de plomb, peut-être écrite avant l'application du crayon rouge, se trouvait une petite note. « N'oubliez pas, tulipe blanche, sans ruban. » Elle cligna lentement des yeux. Les tulipes dans la caisse étaient mauve blanche. Aucun ruban en vue. De retour dans la pièce de devant, l'horloge au-dessus de la porte sonna midi. La paix de Lower Bynefold avait été complètement brisée, et dans le salon de thé Red Hen, les ragots ont recommencé, cette fois avec un cadavre au centre. Dans l'après-midi du même jour, la nouvelle s'était répandue dans Lower Bynefold, avec la rapidité et la précision d'un éventail en papier prenant feu. « Meurtre, disent-ils », souffla Madame Templeton, serrant son panier en osier devant l'épicier, comme s'il contenait les joyaux de la couronne au lieu d'un pain et d'aigles fins fumés. De sang-froid dans sa propre boutique, et un jeudi, rien de moins. « J'ai entendu dire que c'était du poison, » dit M. Hargreaves en baissant la voix. « Dans le thé, peut-être, ou quelque chose qui s'est glissé dans son compost. »« C'est absurde, » intervint le révérend Copplestone, qui venait d'arriver avec une boîte de biscuits pour la guilde des mères. « Ne spéculons pas tant que le coroner n'a pas eu son mot à dire. Il pourrait très bien s'agir de causes naturelles. » « Les causes naturelles n'impliquent pas de satanées cisailles de jardin, vicaire, » dit sèchement Madame Crocombe, arrivant avec les derniers détails. « On dit que ses mains étaient tendues comme un crucifix. Croyez-moi, il y a de la méchanceté. C'est derrière tout ça. » Miss Marple, qui les avait croisés lors de sa promenade tranquille vers la bibliothèque, entendit tout cela sans la moindre expression. Elle hocha la tête courtoisement, comme toujours, et poursuivit son chemin sur le chemin de gravier menant au bâtiment, un modeste édifice en pierre qui sentait légèrement la poussière et le lierre. À l'intérieur, elle accueillit la jeune Elsie Braithwaite au bureau, qui était, comme prévu, profondément absorbée par le choc de la matinée. « Terrible, vraiment terrible », murmura Elsie, en tendant à Miss Marple son exemplaire réservé. « De Cranfordell a toujours été gentille avec moi. Une fois pour l'anniversaire de ma grand-mère. Elle m'a laissé emporter des violettes. Elle disait qu'elles avaient passé leur apogée.
mais qu'elles avaient encore une âme. C'était sa façon de faire, dit doucement Miss Marple. Un extérieur brusque, mais une sensibilité aiguë pour la beauté. Un peu comme le cœur d'un jardinier, pratique mais respectueux. Elsie renifla. « Pensez-vous vraiment qu'il s'agissait d'un meurtre, Miss Marple ?» Miss Marple hésita un instant. « Je crois, dit-elle, qu'il y a des gens qui passent leur vie à tisser des bouquets de petits mensonges. Mais à la longue, les tiges commencent à pourrir. » Elle remercia Elsie et sortit, se dirigeant vers le green, où plusieurs villageois s'attardèrent maintenant en groupe curieux, faisant semblant de lire les journaux ou d'admirer les parterres de tulipes, tandis que leurs oreilles étaient à la recherche d'informations. Pendant ce temps, le sergent Flint avait bouclé le fleuriste Harridan avec de la ficelle empruntée, au tiroir à ficelle du boucher, et un grand panneau peint à la main sur lequel on pouvait lire « Enquête policière, ne pas entrer ». Les médecins légistes de Market Basing étaient attendus au coucher du soleil, même si peu d'entre eux pensaient qu'ils découvriraient quelque chose que Miss Marple n'avait pas déjà remarqué en passant. Le calendrier, bien entendu, était devenu l'objet d'une obsession quasi mythique. Flint, avec son empressement mais son manque d'expérience, l'avait mentionné à l'inspecteur du comté dans son rapport initial, et déjà la rumeur l'avait gonflé jusqu'à en faire quelque chose, ressemblant à un chiffre de guerre. Madame Mapplethorpe, l'institutrice à la retraite, a insisté sur le fait que cela lui rappelait ces codes de renseignement qu'ils avaient l'habitude d'émettre lors du rationnement, les livraisons de viande et les ramassages secrets, le tout déguisé en conversation quotidienne. La maîtresse de poste, qui se prenait pour une détective amateur, avait déjà dessiné une réplique de mémoire et parcourait maintenant les anciens numéros du Gazette à reliure pour tout ce qui se passe d'inhabituel les jours marqués. Quelqu'un devrait demander à Miss Marple ce qu'elle pense, a suggéré la jeune Dora Kendall, qui travaillait le samedi à la boulangerie et admirait depuis longtemps l'autorité discrète de Miss Marple. « Oh, elle réfléchit », répondit M. Pettigrew, le bibliothécaire, en polissant ses lunettes. « Vous pouvez être sûr, elle a probablement déjà 5 longueurs d'avance sur la police. » De retour dans son cottage couvert de lierre, Miss Marple était assise près de la fenêtre avec son tricot sur ses genoux, mais elle ne tricotait pas. Au lieu de cela, elle regarda le petit carnet posé sur la table d'appoint. Un modeste objet en cuir bleu, ses pages remplies de son écriture soignée et en boucle. Elle avait commencé une page sous le titre « Mademoiselle Clarissa Harridan ». Observation. Dessous, elle avait noté ce qui suit. Pas de ruban sur les tulipes blanches croquis du moulin à vent du 14e. Délibéré. Pas accidentelle utilisation inhabituelle du crayon rouge. Émotionnel ou pour mettre l'accent. 15e. 3 points d'interrogation. Un avertissement. Magasin froid. Le radiateur est éteint. Cisailles de jardin près du corps. Utilisées souvent, mais elle les laissait là. Elle tapota une fois son stylo contre son menton et ajouta « Si ce n'est pas de la légitime défense, alors c'est une mise en scène. » Clarissa n'avait pas été universellement aimée. Rares sont les gens dans les petits villages, où les défauts sont catalogués comme des variétés de graines, mais elle était respectée, et comme beaucoup de ceux qui avaient enduré la solitude de la cinquantaine au sein d'une communauté soudée, elle préservait son intimité avec la précision piquante d'une haie bien taillée. Mais quelqu'un avait franchi cette haie. Quelqu'un était entré dans son monde si soigneusement entretenu et avait semé la mort parmi les pivoines. Le regard de Miss Marple se posa sur les fleurs de son jardin, primevères, tulipes, les premières touches de lavande. Il y avait quelque chose de particulier dans les tulipes blanches, pensa-t-elle. Pures, certes, mais froides, presque funèbres. Pourquoi Clarissa avait-elle écrit ce mot précis? Pas de ruban. Cela ressemblait à une instruction. Pour elle-même, ou pour quelqu'un d'autre? On frappa à la porte d'entrée. Elle se leva et l'ouvrit pour trouver le sergent Flint plus inquiet que d'habitude. « Miss Marple, » commença-t-il en déplaçant maladroitement son poids. « Je me demandais si je pouvais... »
C'est-à-dire si cela ne vous dérangerait pas de répondre à quelques questions, officieusement pour ainsi dire. Bien sûr, sergent, dit-elle en s'écartant. Entrez, voudriez-vous du thé? S'il vous plaît, soyez fort si ça ne vous dérange pas. Il s'assit sur le bord de son canapé fleuri, un chapeau à la main, les yeux parcourant la pièce comme si même le papier peint pouvait receler des secrets. « Je ne comprends tout simplement pas », a-t-il avoué. Il n'y a pas eu d'effraction. La caisse n'a pas été touchée, mais ses clés manquaient et quelqu'un a éteint le radiateur. Qui fait ça en avril? Miss Marple lui tendit une tasse fumante. Quelqu'un qui voulait peut-être retarder la découverte du corps, dit-elle. Une pièce plus froide ralentit certains signes révélateurs. Il cligna des yeux. Je n'y avais pas pensé. Vous ne le feriez pas, ma chère. Mais j'imagine que votre inspecteur le suggérera bientôt. Il fronça les sourcils. Et le calendrier, ces codes, tu les as vus. Tu crois qu'ils ont un sens? Oh oui, dit doucement Miss Marple. Mais j'ose dire que ce n'est pas ce que tout le monde pense. Pas de rendez-vous romantique, ni de signaux de contrebande. Elle s'arrêta. Dites-moi, sergent, savez-vous qui a passé la dernière commande de fleurs à Miss Harridan? Il fronça les sourcils. Pas spontanément. Nous avons demandé à son livreur, Alfie, mais il est secoué. Il dit qu'il a juste passé les commandes comme d'habitude. Mais il se souvient qu'elle était agitée hier. Il a renversé un vase et lui a dit de partir plus tôt. « Vraiment ?» demanda Miss Marple d'une voix légère. « Ça ne lui ressemble pas. » Et puis, comme pour elle-même, elle murmura « Alors, quelque chose l'a effrayée, ou l'a mise en colère. » Elle leva les yeux. « Découvrez qui devait recevoir des tulipes blanches le 15, sergent. Pas de ruban. Je pense que cela vous en dira bien plus que toutes les marques rouges de ce calendrier. » Alors qu'il se levait pour partir, elle toucha doucement sa manche. « Et une dernière chose, quand vous vous renseignez autour de vous, ne vous contentez pas de demander qui l'aimait. Demandez-vous qui lui devait quelque chose. » Le soleil avait commencé à baisser, projetant de longues ombres sur l'allée du jardin. Dehors, les tulipes dansaient dans la brise, mais quelque part à Lower Bynefold, un tueur observait, et il n'avait tout pas compté sur la mémoire de Miss Marple, ni sur ses yeux. Le lendemain matin, le soleil hésitait, un pied encore pris dans la brume, comme s'il hésitait à réchauffer le village de Lower Bynefold, ou à le laisser s'attarder dans l'ombre de la veille. La cloche de l'église, toujours ponctuelle à 7 heures, sonna dans un silence plus profond que d'habitude. Quelque part, un chien aboya. Ailleurs, des rideaux frémirent. Le fleuriste est resté fermé, l'enseigne au tableau portant toujours le spécial du jeudi. Tulipes précoces, 3 pour 1 shilling. Il pendait de travers à présent, une brise parasite le poussant comme s'il était en deuil. Au salon de thé Red Hen, le tintement habituel des tasses et les conversations douces avaient laissé place à une sorte de réflexion respectueuse, comme des personnes en deuil, cherchant à équilibrer respect et curiosité lors d'une veillée funèbre, que Madame Crocombe avait déjà adopté le ton d'une femme qui vient de connu quelque chose n'allait pas, et Miss Pellington gardait un mouchoir bordé de dentelle à portée de main en cas d'émotion inattendue. La table centrale, habituellement, réservée aux avis paroissiaux et aux gants oubliés, accueillait désormais un croquis grossier du calendrier de Clarissa Harridan, reproduit sur du papier de boucherie et annoté des réflexions d'une douzaine d'esprits imaginatifs. « Regardez » dit M. Hargreaves en tapotant le 15e, 3 points d'interrogation. Clairement le signe d'un rendez-vous clandestin. « Mais qu'en est-il de ce doodle de moulin à vent » dit Dora Kendall. « Mon cousin dit qu'en Hollande, c'est un symbole de résistance. »« À quoi ?» demanda sèchement le révérend Copplestone. « À des compositions florales ?» Miss Marple, assise à son coin habituel, n'interrompait ni ne contribuait. Elle avait compris depuis longtemps que, dans les villages, la vérité n'arrivait pas en fanfare, mais par fragments, énoncés au-dessus de pots de confiture et de noms erronés. Au lieu de cela, elle a observé Elsie Braithwaite, habituellement si joyeuse derrière le comptoir, était plus calme aujourd'hui. Ses mains bougeaient un peu trop vite en versant le lait. Ses yeux se tournaient vers la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait,
presque comme si elle craignait qui pourrait entrer. Intéressant. Miss Marple termina son thé, remercia chaleureusement Elsie et se dirigea vers le cimetière, où le soleil matinal perçait à travers les arbres, à moitié fleuris sur les pierres tombales couvertes de mousse et les bancs enfoncés. Elle y trouva le révérend Copplestone, en train de tailler le feuillage mort avec un sécateur, dont le style ressemblait dangereusement à celui retrouvé près du corps de Clarissa Harridan. « Des jours si étranges, dit-il sans lever les yeux. « En effet, répondit Miss Marple, nous nous attendons rarement à des violences entre les pétunias et les listes paroissiales. » Le révérend eut un petit rire. Pauvre Clarissa, elle avait ses défauts, bien sûr. Elle pouvait être coupante, mais fidèle. Elle n'a jamais manqué une composition florale pour l'autel. Ni les boîtes de charité de la Guilde des mères, ajouta Miss Marple. Il a arrêté de couper. Non, j'ai toujours contribué. Discrètement, même lorsqu'elle n'était pas d'accord avec la cause. Elle valorisait les apparences. « Même quand on me menace ?» demanda-t-elle doucement. Son front se plissa. « Menacé ?» Je n'avais pas entendu. « Oh, pas officiellement. Mais une femme comme mademoiselle Harridan ne modifie pas les horaires de son fleuriste ni n'annule ses livraisons, sauf si quelque chose perturbe sa commande. » Il lui lança un regard interrogateur. « Tu crois que quelqu'un avait du pouvoir sur elle ?»« Non, » dit Miss Marple. « Je pense qu'elle en est venue à posséder un pouvoir sur quelqu'un d'autre, et quelqu'un n'a pas aimé ça. » Le révérend ne dit rien, mais Miss Marple vit sa mâchoire se serrer. « Tu sais quelque chose, » dit-elle doucement. Il soupira. « Pas directement. Mais il y a 2 semaines, elle est venue se confesser. Pas formellement, nous ne sommes pas catholiques, comme vous le savez, mais elle a demandé à parler en toute confidentialité. Elle avait peur? Non, pas effrayée, résignée, en colère peut-être. Elle a dit qu'elle avait preuve de quelque chose qui changerait la façon dont le village percevait une personne qu'ils pensaient tous connaître. Et elle ne t'a pas dit qui. Elle a dit que je le découvrirais bien assez tôt, que son calendrier survivrait à son silence. Les doigts de Miss Marple se resserrèrent légèrement sur la poignée de son sac à main. Alors, le calendrier s'était délibéré. Un message, peut-être même un piège. Avant qu'elle ait pu répondre, la porte latérale de l'église s'est ouverte et le jeune Alfie Meadows est entré. Le garçon de course du fleuriste, âgé de 16 ans à peine, portait une casquette trop grande pour sa tête et des bottes trop lourdes pour le printemps. Il se figea en voyant Miss Marple, comme s'il était pris au milieu d'un péché. « Bonjour, mademoiselle révérende. »« Alfie, » dit gentiment Miss Marple. « J'espère que tu vas bien. » Il haussa les épaules. « J'aide juste maman aujourd'hui. Je ne vais pas au magasin. »« Pas de livraison ?» elle a demandé. Il secoua la tête. « Mademoiselle Harridan n'a pas laissé de liste cette semaine. Elle m'a juste dit de revenir lundi, mais c'était avant, vous savez. » « Avant de mourir ?» termina doucement Miss Marple. Alfie baissa les yeux sur ses pieds. « Vous a-t-elle semblé inquiète ?» elle a demandé. « Ou en colère, peut-être ?» Il hésita. « Pas au début. Mais mercredi, elle était vive, très vive. Elle m'a critiqué pour avoir renversé un pot. Et elle écrivait des choses, parlait toute seule. En écrivant, sur un bout d'enveloppe, pas le carnet de commandes habituel. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à ses méthodes habituelles. Je l'ai vue la mettre dans la poche de son tablier. L'esprit de Miss Marple s'aiguisa comme une aiguille dans un tissu. Cette chute n'avait pas été retrouvée sur les lieux. « Merci, Alfie, » dit-elle en lui tapotant le bras. « C'est très utile. » Alors qu'il s'éloignait en courant, elle se tourna vers le révérend Copplestone. « Je me demande, » dit-elle, « si vous vous souvenez de quelque chose d'autre qu'elle aurait pu dire. Peut-être quelque chose de désinvolte. » Il réfléchit un instant. Seulement qu'elle en avait assez de sourire au diable. Ça semblait amer. Miss Marple hocha la tête. Cela conviendrait. Elle est rentrée chez elle, la tête pleine de pensées.
Le calendrier n'était pas un chiffre au sens conventionnel du terme. C'était un fil d'Ariane émotionnel. Des marques de colère, de frustration, voire de peur. Et le bout de papier manquant était vital. De retour à son bureau, elle a révisé ses notes. Tulipe blanche, sans ruban, les marques du calendrier sont intentionnelles, certaines écrites, sur des notes au crayon antérieur symbole, moulin à vent sur la 14e enveloppe de ferraille dans le tablier. Maintenant disparue, la remarque de Clarissa, une preuve qui changerait la façon dont le village percevait quelqu'un qu'il pensait connaître. Confession au révérend le 15e était aujourd'hui. 3 points d'interrogation. Et le destinataire des tulipes blanches, sans ruban, était encore inconnu. Elle n'avait aucun doute sur la signification de la commande de fleurs. Délicate. Tulipes sans décoration pourrait être un message subtil, voire une accusation, ou une menace. Elle était sur le point de réfléchir à l'endroit idéal où creuser ensuite, lorsqu'un léger coup retentit à la porte. C'était mademoiselle Pellington. Sa robe lavande bruissait nerveusement lorsqu'elle entra. « Pardonne-moi, Jane. Je sais que c'est inhabituel de ma part de passer à l'improviste, mais j'ai réfléchi, à Clarissa, au calendrier. » Miss Marple lui fit signe de s'asseoir. « Continue, chérie. »« Eh bien, je suis peut-être idiot, mais je crois avoir reconnu l'un des symboles. Le petit X avec le cercle ?» Clarissa le griffonnait quand elle était plus jeune. Nous étions dans le même groupe de poésie, voyez-vous. Elle utilisait toujours cette marque pour signaler quand quelqu'un mentait pendant une lecture. Les yeux de Miss Marple brillaient. C'était donc un marqueur de mensonge. Oui, elle ne le dirait jamais à voix haute, bien sûr. Mais quand quelqu'un lisait un texte et prétendait qu'il était original et qu'elle en doutait, elle sortait son petit moulin à vent. Miss Marple se leva et se dirigea vers le croquis du calendrier, le 14e, le moulin à vent, et la note « N'oubliez pas, tulipe blanche, pas de ruban ». Quelqu'un a menti à Clarissa, elle le savait, et le lendemain, aujourd'hui, a été marqué par 3 points d'interrogation. 3. Mensonge. Ou 3 personnes impliquées, elle se tourna lentement vers Miss Pellington. « Dis-moi, ma chère, qui, au village, a récemment reçu des tulipes blanches ?» Miss Pellington cligna des yeux. « Eh bien, je n'en connais qu'un, Madame Lyle. Je les ai commandées pour la table de bridge au Women's Circle. Elle a dit que Clarissa insistait pour qu'il n'y ait pas de ruban, même si elle ne voyait pas pourquoi. » Le cœur de Miss Marple ralentit, Madame Lyle. Bien sûr, la femme du vicaire peint connue pour sa grâce, sa discrétion et son habileté à garder les secrets. La main de Miss Marple parcourut à nouveau son cahier. La véritable enquête avait commencé. Et aujourd'hui, elle rendrait visite à Madame Lyle, sans ruban, seulement des questions. La maison du révérend se dressait à l'extrémité du village, son jardin méticuleusement entretenu et ses rideaux toujours tirés avec une précision et une symétrie parfaite, ni trop formelle ni trop lâche. La maison reflétait la personnalité de sa maîtresse, Madame Honor Lyle, raffinée, efficace et irréprochable. Miss Marple s'approcha du portail peu après midi. Les tulipes du jardin des Lyle étaient effectivement blanches et remarquablement dépourvues de tout ornement. Pas de ruban, pas même de ficelle. L'effet était net, clinique. Honor Lyle elle-même ouvrit la porte, vêtue d'un chemisier abricot et d'une simple jupe en laine. Son expression était chaleureuse mais réservée, le genre de sourire qui invitait à la confiance sans rien trahir. « Miss Marple, » dit-elle d'un ton bas et musical, « quelle belle surprise, entrez. »« Merci, ma chère, que j'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout. Le révérend est à un déjeuner à Much Brierley, mais je viens de finir mon thé. En voulez-vous » Miss Marple accepta avec un signe de tête gracieux et la suivit dans le salon ensoleillé, où tout sentait légèrement le savon à la rose et le cirage au citron. Un plateau en argent avec un scone intact et une tasse à moitié bue était posé sur la table, à côté d'une enveloppe nouvellement ouverte et d'une paire de lunettes de lecture.
J'étais juste en train de trier le courrier, a déclaré Madame Lyle en pliant l'enveloppe d'un petit mouvement précis. Rien d'important, surtout des circulaires. Miss Marple jeta un coup d'œil à l'enveloppe. Pas d'écriture manuscrite. Tapée à la machine. Un bordereau d'adresse à fenêtre. Quelque chose provenant d'une entreprise ou d'une agence. Intéressant, elle s'assit et sirota son thé. À la camomille, légèrement sucrée. En entrant, j'ai remarqué vos tulipes, dit-elle comme paresseusement. Très élégants sans les rubans. La plupart auraient ajouté quelque chose de décoratif, surtout pour un centre de table. Madame Lyle fit une pause au milieu du service. Oui, eh bien... Clarissa a insisté. J'ai posé des questions à ce sujet, mais elle a dit qu'elle avait ses raisons. Artistiques, peut-être. Tu n'as pas trouvé ça étrange? Une brève lueur passa sur son visage. Pas plus étrange que tout le reste de la semaine. Clarissa pouvait être particulière. Miss Marple hocha doucement la tête. J'ai toujours pensé que son goût était impeccable, même si les tulipes blanches ont des associations, les funérailles surtout. Cela m'était venu à l'esprit, dit rapidement Madame Lyle. Mais ils étaient déjà prêts. Je n'y voyais pas le mal. Lui avez-vous parlé récemment? Demanda Miss Marple. Au-delà de la commande de fleurs? Un petit mot mardi dernier, répondit-elle en repoussant une miette inexistante de sa jupe. Elle semblait agitée, mais j'ai supposé que c'était la météo. Elle était toujours sensible aux changements barométriques. A-t-elle parlé du 15? Ou fait mention d'un calendrier? Non, dit Madame Lyle trop rapidement. Rien à propos. Des calendriers. Miss Marple laissa le silence s'étendre un instant. L'horloge à retardement sur la cheminée ponctua la pause. Bizarre, dit-elle doucement, parce qu'elle a écrit ton nom dans le sien. Madame Lyle se raidit. Je vous demande, pardon? Juste des initiales, bien sûr, mais la commande de tulipes et le ruban manquant a été placée sous le 14e. Vos initiales apparaissent à côté, et puis le 15e porte 3 points d'interrogation. Madame Lyle se leva brusquement et s'approcha pour ajuster le rideau, bien qu'il n'en ait pas besoin. Je ne sais vraiment pas quoi dire, Miss Marple. Cela commence à ressembler à une affaire de police. Oh, j'espère que nous n'en arriverons pas là, dit gentiment Miss Marple. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, n'est-ce pas? Un autre silence. Puis Madame Lyle se retourna, son expression prudente. Si vous voulez savoir, Clarissa et moi avons eu un désaccord, un léger désaccord. Elle a mal compris une de mes paroles lors de la réunion du Cercle des femmes. Elle m'a accusé de manquer de charité lors de la discussion budgétaire. Et vous l'étiez? La voix de Madame Lyle se fit plus aiguë. J'ai géré ce budget pendant 6 ans sans incident. En effet, dit Miss Marple en se levant. Merci, ma chère. Vous m'avez été d'une grande aide. Madame Lyle la suivit jusqu'à la porte avec un sourire posé, mais ses doigts, remarqua Miss Marple, agrippèrent la poignée de porte avec un peu plus de tension que nécessaire. Alors, qu'elle s'éloignait. Miss Marple remarqua le clic distinct du loquet derrière elle. Pas pressé, mais ferme. Elle avait remué quelque chose. De retour au village, le sergent Flint faisait les 100 pas devant le fleuriste. Un agent de Market Basing était arrivé avec un presse-papier et une expression sévère, mais il était clair que l'enquête manquait de direction. « Y a-t-il quelque chose de nouveau ?» demanda Miss Marple en s'approchant. Flint leva les yeux. « Rien de concret. J'attends toujours l'autopsie. Mais j'ai posé des questions sur les tulipes blanches et les livraisons. Et, eh bien, Clarissa a été vue en train de se disputer avec quelqu'un dans la ruelle derrière le magasin 2 nuits avant sa mort. Alfie a entendu des voix qui s'élevaient. Il a dit que ça ressemblait à un homme. A-t-il reconnu la voix? Non, mais ce n'était pas le révérend. Il était catégorique là-dessus. Miss Marple fronça les sourcils. Et est-ce que quelqu'un a récupéré le tablier de Clarissa? Les yeux de Flint s'écarquillèrent légèrement. Non. Nous avons supposé que c'était juste un élément de l'uniforme probablement jeté. Elle a pris des notes dessus, un bout d'enveloppe glissé dans la poche.
peut-être significatif. Il a griffonné ça. On va fouiller la buanderie immédiatement. Et encore une chose, ajouta-t-elle. Renseignez-vous auprès de la poste. Voyez si des lettres anonymes ont été postées ces derniers jours. Flint cligna des yeux. Anonyme? Tapé. Pas d'adresse de retour. Peut-être une tentative. De la perturber. Ou de la prévenir. Comme une menace? Ou une supplication, dit Miss Marple. Mais quoi qu'il en soit, cela pourrait expliquer pourquoi elle a commencé à laisser des notes codées sur son agenda. Il lui lança un long regard. Tu y as pensé plus que quiconque. Elle sourit faiblement. Je trouve que les meurtres, c'est souvent comme du tricot. Les premiers rangs peuvent paraître déroutants, mais si l'on suit attentivement le modèle, tout commence à prendre un sens. En fin d'après-midi, le moulin à ragots était passé à sa rotation suivante. Qui s'était disputé le plus récemment? Avec Clarissa Harridan. Dora Kendall se souvient d'une dispute avec M. Keane, l'accordeur de piano, qui avait trébuché sur un écran et s'était enfui après avoir été traité de lourdeau maladroit. Madame Crocombe a juré que Clarissa s'était brouillée avec Edwin. Tiso, l'avocat de la ville à propos d'une couronne commémorative qu'elle avait refusé de confectionner en raison d'objections éthiques. Et puis il y avait Vivien, la sœur de Clarissa, dont on parlait rarement, mais dont on savait qu'elle avait été transférée en Écosse des années auparavant après un scandale lié à une dispute successorale. On ne l'avait pas vue à Lower Bynefold depuis 1947. Chaque théorie a gagné du terrain, et chaque théorie a son propre groupe de croyants. Mais Miss Marple, assise à nouveau près de sa fenêtre, retourna à ses notes, d'Adam Lyle. On lui a refusé trop rapidement. La connaissance du calendrier commande de tulipes blanches confirmée. Clarissa a insisté pour ne pas avoir de ruban le symbole mensonge. Sur le 14 correspond à l'accouchement de Madame Lyle dispute dans une ruelle. Un homme non identifié morceau d'enveloppe manquant lettres dactylographiées vu au domicile de Maison. Madame Lyle a écrit une nouvelle ligne. Qui aurait cru que Vivian Harridan pourrait revenir? Parce que si Clarissa avait écrit quelque chose, des preuves qui pourraient changer l'opinion du village sur quelqu'un, alors peut-être qu'il s'agissait de bien plus que de petits potins. Peut-être s'agissait-il du passé, un passé que quelqu'un voulait enterrer. Et si c'était le cas, Miss Marple avait bien l'intention de le déterrer, discrètement bien sûr, tout comme les tulipes blanches fleurissent après le gel. Le lendemain matin, l'air de Lower Bynefold était étrangement calme, un mélange de chaleur printanière et de la froide conscience que quelqu'un parmi eux détenait le plus sombre des secrets. Même le chant des oiseaux semblait hésitant, comme si les rouges-gorges pressentaient qu'ils allaient chanter sur un terrain dangereux. Miss Marple, cependant, se réveilla tôt et résolue. Quelque chose la taraudait, quelque chose d'incomplet. Tandis qu'elle beurrait ses tartines et sa marmelade, ses pensées revinrent au calendrier, et plus précisément à la note sous le symbole du moulin à vent. N'oubliez pas, tulipe blanche, sans ruban. Et si ce n'était pas toute une note pour elle-même? Et si cela avait été destiné à quelqu'un d'autre? Elle termina son thé, noua solidement son chapeau de jardinière sous son menton et se dirigea vers le fleuriste Harridan. La police avait conclu son enquête initiale sur les lieux et dans un moment de générosité bienveillante, ou peut-être de résignation tactique, le sergent Flint avait accepté de laisser mademoiselle Marple faire un petit tour, avec prudence. Elle entra dans la boutique et s'arrêta. Le parfum des lys s'était estompé pour laisser place à une odeur vaguement médicinale. Les seaux étaient vides, et l'air conservait la tension fragile d'un lieu récemment perturbé. Le calendrier était toujours accroché derrière le comptoir. Ses gribouillis rouges étaient désormais fantomatiques sous la lumière grise du matin. Les yeux de Miss Marple scrutèrent la pièce, non pas à la recherche de l'évidence mais de ce qui avait changé. Le radiateur, toujours éteint, impair. Quelqu'un l'avait éteint délibérément. Pas pour économiser de l'énergie, sûrement,
mais retarder quelque chose, la décomposition, découverte, panique. Elle se dirigea vers le comptoir. Un rouleau de papier cadeau marron était à moitié déroulé. Des étiquettes de fleurs étaient vierges et déchirées. Une paire de gants de jardin raidis par la terre sèche était posée à côté d'un dévidoir de rubans adhésifs poussiéreux. Puis elle l'a vu, niché sous le comptoir, près de la caisse, presque caché derrière. Un pot en céramique craquelé, une seule feuille de papier. Plié mais pas soigné, déchiré sur les bords. Elle se pencha, le récupéra et le déplia soigneusement. C'était le dos d'une enveloppe, exactement comme le jeune Alfie l'avait décrit. Et griffonné d'un crayon pointu et agité, pas seulement elle, il y en a deux, même écriture, trouve le deuxième ordre. Horloge. Méfie-toi. VH. Miss Marple cligna des yeux, elle. Ça pourrait être Lyle. Mais deux quoi. Ordre, personne, et les initiales à la fin, VH Vivian Harridan. Alors elle avait retourné, ou, du moins, elle avait écrit à Clarissa, peut-être en secret, peut-être avec urgence. Miss Marple pressa doucement le morceau plié dans son sac à main et quitta la boutique, verrouillant la porte derrière elle, avec la clé que le sergent Flint lui avait confiée. Il était temps de parler à quelqu'un qui en savait peut-être plus sur Vivian Harridan que le village n'osait l'admettre. Elle trouva Edwin Tyso dans son bureau au-dessus de la boulangerie, un endroit qui sentait perpétuellement l'encre, le tabac et les biscuits. Au gingembre. C'était un homme étroit d'une 60aine d'années, avec des cheveux pâles qui semblaient toujours soufflés par le vent et une cravate qui n'atteignait jamais vraiment le bouton du haut de sa chemise. « Mademoiselle Marple, dit-il, se levant maladroitement, je suppose que vous n'êtes pas ici pour discuter de planification successorale ? Pas exactement, monsieur Tyso. On pourrait dire que j'enquête sur une sorte d'héritage. Son front se fronça. Je me demande, a-t-elle poursuivi, si vous pourriez m'aider à comprendre où se trouve récemment Miss Vivian Harridan. Tyso se raidit visiblement. Je ne savais pas qu'elle était revenue. Mais elle a eu des relations juridiques avec votre cabinet, n'est-ce pas? Il y a plusieurs années, il se déplaça derrière son bureau. Oui, après le décès de leur père, il y a eu une dispute. Clarissa a hérité du magasin. Vivian a reçu une indemnisation et a quitté le village. Elle n'est pas partie de son plein gré, si j'ai bien compris. Non, répondit-il lentement. Elle pensait que le testament avait été falsifié. Mais rien n'a jamais été prouvé, et franchement ce n'était pas une affaire qui méritait une longue procédure. Pourtant, dit doucement Miss Marple, si Vivian s'était sentie lésée et si elle croyait que Clarissa détenait la preuve de quelque chose qui changerait la façon dont le village percevait quelqu'un, elle serait peut-être revenue, tranquillement, et vous auriez pu aider à arranger les choses. Tysoe se tenait debout, le visage pâle. « J'ai reçu une lettre, » admit-il après un long silence. « Il y a un mois. Pas d'adresse de retour. Signé seulement VH. Elle a demandé à la rencontrer, confidentiellement. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à discuter, mais qu'elle ne voulait parler qu'en face à face. Et tu l'as rencontrée ?» Il hésita. « Je l'ai fait, une fois. Tard dans la soirée, à la lisière des bois de Binefold. Elle ne voulait pas venir au village. Elle a dit qu'elle avait peur. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle avait des preuves. Une lettre. Quelque chose que Clarissa avait caché. Cela concernait, appelons cela une mauvaise conduite historique. Quelque chose impliquant quelqu'un occupant une position importante dans Lower Binefold. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Elle vous a demandé de l'aider à l'exposer? Non, dit-il en se frottant la tempe. C'est ça qui est étrange, elle ne voulait pas se venger. Elle voulait que Clarissa se manifeste. Elle disait que la vérité aurait plus de poids auprès d'elle. Mais Clarissa a hésité. Tysoe hocha la tête. Je crois, mais Vivian commençait à s'impatienter. Croyez-vous qu'elle ait pu rendre visite à Clarissa? En personne? Il hésita encore. Oui. Je crois qu'elle l'a fait.
ou qu'elle le voulait, elle m'a demandé de lui transmettre un message, un moment et un lieu. Le 14e a demandé Miss Marple. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Oui. Comment le saviez-vous? Le calendrier de Clarissa. La marque du moulin à vent. Un mensonge. Elle se leva. Une dernière question. Vous avez parlé d'une deuxième commande. D'après le mot qu'elle a laissé, Tyso cligna des yeux. Quelle note, mais Miss Marple était déjà en train de partir. Elle marchait vite maintenant, l'énergie bourdonnant dans sa démarche. Le calendrier du fleuriste avait également une marque rouge sous le 16e, juste une seule lettre. Daël n'y avait pas pensé jusque-là. Et si ça l'était? Elle se rendit directement au bureau de poste et trouva la jeune Dora Kendall derrière le comptoir. « Dora, ma chérie, » dit-elle doucement, « te souviens-tu par hasard d'une commande de fleurs passée cette semaine sous le nom de D ?» Dora pencha la tête. « Laissez-moi réfléchir. Eh bien, Monsieur Denning de la Gare a commandé un bouquet pour l'anniversaire de sa sœur, mais ce n'est pas inhabituel. » Quelqu'un d'autre? Elle fronça les sourcils. « En fait, oui, une femme que je n'ai pas reconnue. Elle est arrivée mercredi. Elle a demandé si elle pouvait payer en espèces une composition très spécifique à livrer le 16. Elle a signé le bordereau D, sans prénom. Est-ce qu'elle a laissé une adresse? Non. Elle a dit que c'était pour le ramassage. » Miss Marple sentit un frisson. Et qu'a-t-elle demandé? Tulipe blanche, avec un ruban bleu. Le cœur de Miss Marple fit un bond, le opposé de la note de Clarissa. Quelqu'un avait reproduit son ordre. Ou peut-être s'en était-il moqué. Quelqu'un qui savait exactement ce que Clarissa essayait de signaler. Et si Vivienne était venue à Lower Bynefold et avait passé cette deuxième commande, alors soit elle jouait à un jeu dangereux, soit elle n'avait jamais ramassé le bouquet, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait fait. Et cette personne a peut-être été la dernière à voir Clarissa vivante. Il était presque 4 heures lorsque Miss Marple rentra chez elle à Church Lane Cottage, sans se presser, même si ses pensées étaient tout sauf pressées. Les commandes de tulipes, celle de Clarissa marquée d'une retenue délibérée, la seconde d'un geste intentionnel, suggéraient un duel discret, un défi lancé et relevé en silence. Et si Vivienne Harridan avait bien passé cette seconde, commande sous une fausse initiale, cela suggérait qu'elle avait déployé de grands efforts pour dissimuler sa présence au village, ou que quelqu'un l'avait fait. Pour son pas Miss Marple était assise dans son salon, les mains croisées sur son sac à main, regardant le jour s'effacer à travers les rideaux vaporeux. Il était temps, pensa-t-elle, de commencer à appuyer doucement sur les endroits les plus mous du tissu du village, les endroits où la vérité pourrait surgir sous la surface, attendant juste de s'ouvrir. Sa première visite fut chez le major. Trench, le militaire à la retraite, vivait dans une maison de jardinier aménagée près du chemin ouest de la place du village, entouré de souvenirs militaires et de haies épaisses qu'il taillait lui-même tous les vendredis après-midi. Il se trouvait justement au milieu de la haie lorsque Miss Marple arriva. « Mademoiselle Marple, » dit-il en se redressant avec effort, « vous venez inspecter Montroen? »« Seulement en passant, Major, » dit-elle avec un sourire. « Je me demandais si vous pouviez me consacrer un moment. Je me suis retrouvé intrigué par une question dont je pensais que vous, en tant qu'homme à la mémoire vive, pourriez vous souvenir. » Il s'essuya les mains sur un mouchoir et fit un geste vers le banc près du buisson de lilas. Elle s'assit à côté de lui et commença doucement. « Vous souvenez-vous de Vivienne Harridan ?» Ses sourcils se haussèrent. « Bien sûr. La sœur cadette, de Clarissa. Plutôt le mouton noir, si je me souviens bien. Élégante, fougueuse. Disparue après cette dispute autour de l'héritage. Pourquoi? L'avez-vous vue récemment? Pas depuis des années. » Il fit une pause, puis fronça les sourcils. « Même si je pensais avoir repéré quelqu'un comme elle il y a 2 semaines près de la gare, juste un aperçu, remarquez. Cela aurait pu être une coïncidence. Est-ce qu'elle avait l'air seule? Je ne saurais le dire. Mais elle avait l'air anxieuse. Elle gardait la tête basse. C'était inhabituel.
Elle était plutôt fière avant. Miss Marple le remercia et se leva. « Encore une chose, » ajouta-t-elle légèrement. « Vous ne vous souvenez pas de quelqu'un d'autre du village qui, qu'en dirons-nous, des relations plus étroites avec l'une ou l'autre des sœurs Harridan ?» Le major cligna des yeux. « Bon Dieu, eh bien, il y avait des rumeurs à l'époque, des choses idiotes. Certains disaient qu'Edwin Tyso aimait beaucoup Vivian avant la querelle, mais la plupart oublient qu'Honor Lyle et Vivian étaient autrefois inséparables. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son esprit recommença à remuer. Inséparables, épais comme des voleurs, jusqu'à l'affaire du testament. Après cela, plus un mot entre eux, du moins pas publiquement. La toile s'élargissait. Elle fit ses adieux au major et se dirigea de nouveau vers le presbytère. Cette fois, elle espérait retrouver le révérend chez lui. Elle l'a fait. Il ouvrit la porte avec un air perplexe et un col légèrement dénoué. « Mademoiselle Marple, je te promets que je ne te retiendrai pas longtemps. J'ai juste besoin de te poser une question que j'ai oubliée. Bien sûr. Saviez-vous que votre femme et Vivian Harridan étaient autrefois des amis proches ?» Il cligna des yeux. « J'avais entendu dire qu'ils se connaissaient dans leur jeunesse, oui. Mais Honor parle rarement de Vivian. Elle a toujours trouvé Clarissa plus facile à tolérer. »« Peut-être. Mais je me demande, dit Miss Marple doucement, si un réveil secret s'est produit, des lettres clandestines, peut-être, des rencontres organisées. Peut-être qu'Honor savait que Vivian était revenu. » Son expression se crispa. « Pourquoi suggères-tu ça ? Parce que Clarissa Harridan a laissé un mot qui suggère une trahison. Pas seulement elle, il y en a deux. Je crois que la deuxième pourrait bien être ta femme. » Il eut l'air d'être sur le point de parler, puis il se ravisa. « Tu ne le sais pas. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais je pense qu'une personne proche du dossier l'a fait. Et cette personne a peut-être reçu une deuxième commande de tulipes, avec un ruban passant. » Elle laissa ses mots pendre. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, elle ajouta doucement, « Votre femme a-t-elle reçu des livraisons le 15 ?»« Je n'en suis pas sûr. Elle n'a rien dit ?» Le révérend hésita puis soupira. « Quelque chose a été livré. J'ai supposé que c'était un colis de sa cousine. Elle l'a rangé immédiatement. Je ne l'ai pas vu. » Miss Marple lui lança un regard gentil. « Merci, vicaire. C'est plus que ce que j'espérais. » De retour au Red Tea Room, l'atmosphère avait encore changé. Les villageois, bien que toujours bouillonnants de théories, étaient devenus plus silencieux dans leurs spéculations. Les rumeurs circulaient désormais en chuchotement. Et même Madame Crocombe, malgré tout son plaisir pour le scandale, parlait à voix basse lorsque le nom de Harridan était prononcé. Miss Marple entra et trouva Dora Kendall en train de ranger le comptoir. « Dora chérie, je me demande, te souviens-tu qui a récupéré la deuxième commande de tulipes ?» Dora fronça les sourcils. « Celui avec le ruban bleu ? Oui. Vous avez dit que c'était pour récupérer la commande. La personne a-t-elle dit quelque chose ? Ou laissé un nom ? Elle ne parlait pas beaucoup. Talish, chapeau baissé. Quand je pensais qu'elle pourrait être une étrangère, mais il y avait quelque chose de familier chez elle. Elle n'a pas signé de reçu. Était-elle plus âgée ? Dora hocha la tête. Fin des années 50, peut-être, mais en forme. Et elle était seule ? Oui. Miss Marple sourit. Merci, Dora. Vous avez été très utile. Elle quitta le salon de thé et s'arrêta juste devant, son regard attiré par le clocher de l'église. Derrière lui, les nuages commençaient à s'épaissir. Quelqu'un avait donc récupéré cette deuxième commande de tulipes. Peut-être Vivian elle-même. Peut-être pas. Mais si était Vivian, cela signifiait qu'elle était effectivement venue à Lower Bindfold en secret. Pourtant, aucune autre observation n'a eu lieu. Aucune confirmation de son départ, aucune trace. Elle récupéra à nouveau l'enveloppe déchirée et lut le dernier gribouillage pour la 5e fois. L'horloge. Ne te fie pas. C'était inachevé.
Mais le mot horlogelle tira quelque chose en elle. Elle se souvint avec une clarté soudaine d'un détail de l'arrière-boutique de Clarissa. Une grande horloge de parquet décorative, étrangement déplacée, dans une boutique de fleurs de saison. Elle se retourna immédiatement et se dirigea vers cet endroit. Au bout d'un quart d'heure, Miss Marple se retrouvait de nouveau dans l'arrière-boutique silencieuse du fleuriste. L'horloge était toujours là, haute et poussiéreuse, le pendule immobile. Elle ouvrit son panneau de bois. À l'intérieur, à côté du mécanisme pivotant, se trouvait une petite enveloppe coincée dans le cadre. Elle l'extrait doucement. Il était scellé avec de la cire à l'ancienne, du genre que personne n'utilisait plus. Les initiales VH étaient griffonnées au dos. À l'intérieur, elle trouva une simple feuille de papier, dactylographiée, datée de 2 jours avant la mort. Dit Clarisse, je sais ce que tu lui as caché, de moi. Tu t'es dit que c'était pour notre bien, mais en vérité, tu avais peur. Je reviens pour parler. J'en ai assez des mensonges. J'attendrai le 14. Si tu ne viens pas, j'irai la voir moi-même. Le calendrier est le seul endroit sûr qui reste. Aucune signature. Miss Marple le fixa pendant un long moment. C'était donc un avertissement après tout. Viviane était revenue, et quelqu'un le savait. Quelqu'un qui avait des raisons de l'empêcher de dire la vérité. Maintenant, la question n'était pas de savoir si elle avait été à Lower Bindfold. C'était où était-elle allée, ou pire, était-elle déjà partie? La tempête est arrivée au crépuscule. Pas un tonnerre, mais celui qui s'abaissait sur le village comme un lourd châle, entraînant avec lui une bruine grise qui perlait sur les haies et coulait en ruisseaux dans les gouttières pavées. Les cheminées recommencèrent. À fumer sérieusement, les fenêtres se fermèrent et les lampes vacillèrent derrière les rideaux de dentelle. Dans les confortables cottages de Lower Bindfold, les tasses de thé étaient remplies et les chuchotements reprenaient. Miss Marple était assise près de son petit feu, la lettre de Viviane Arridan posée sur la table à côté d'elle. Elle l'avait relue 2 fois, une fois à voix haute, une fois en silence, espérant à chaque fois un détail qu'elle aurait pu oublier. Mais son sens était d'une clarté douloureuse. Viviane n'était pas seulement revenue, elle avait lancé un ultimatum direct. Clarissa, malgré toute sa sévérité et sa discipline, s'était retrouvée face à un dilemme. Admettre la vérité et risquer le scandale ou la taire une fois pour toutes. Et quelqu'un, peut-être pas Clarissa, avait choisi la seconde option. Les pensées de Miss Marple se tournèrent à nouveau vers le calendrier, ce petit champ de bataille de symboles et d'avertissements griffonnés. Le 15e était marqué de 3 points d'interrogation, mais le 16e portait une seule lettre, et aujourd'hui c'était le 16e. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge de la cheminée. Il était presque 7h30. Le moment d'agir était arrivé. Chez Arridan's Floriste, la boutique était toujours fermée à clé, le sceau officiel de la police du comté apposé sur l'entrée principale. Mais Miss Marple n'avait aucune intention de perturber davantage la scène de crime. Son intérêt ne se portait plus sur la boutique, mais sur la dépendance située derrière. La pluie s'était transformée en une douce brume alors qu'elle traversait le passage étroit et tournait dans l'allée latérale. Derrière le fleuriste, en grande partie dissimulé par un enchevêtrement de lierre et une clôture vieillissante, se trouvait un hangar en briques au toit bas. Clarissa l'avait autrefois utilisé comme chambre froide, bien avant l'installation de la réfrigération électrique. Miss Marple s'arrêta à la porte. La serrure était neuve, polie en fait, comme c'est curieux. L'ancienne Clarissa aurait conservé son loquet d'origine jusqu'à ce qu'il rouille. Une nouvelle serrure, récemment installée, laissait présager un secret. Peut-être pas celui de Clarissa. De la poche de son manteau, Miss Marple sortit un trousseau de clés. Le sergent Flint le lui avait donné pour accéder à la boutique, supposant qu'elle pourrait y trouver quelque chose d'inconnu. Elle en essaya une. Cliquez point, la serrure tourna doucement et la porte s'ouvrit avec un soupir d'air froid et humide. L'intérieur était sombre, sa seule lumière étant fournie par une fenêtre étroite et crasseuse près du plafond.
des étagères, remplies de pots, des caisses de mousse séchée et des rouleaux de toile de jute remplissaient l'espace. Cela sentait légèrement le mildiou et les tiges en décomposition. Elle entra, ses yeux s'ajustant. Et puis, elle l'a vu. Dans le coin le plus éloigné, derrière une pile de plateaux en bois, se trouvait une grande bâche en toile, pliée maladroitement, comme lâchée à la hâte. Quelque chose clochait. Elle s'est rapprochée. Là, dépassant légèrement du bord, se trouvait une chaussure en cuir noir. Cire, sans éraflure. Miss Marple inspira lentement et recula le bord de la bâche. Vivian Harridan était allongée sur le côté, l'expression figée par le choc, la peau pâle et cireuse. Elle était entièrement vêtue. Un lourd manteau de laine, un chapeau toujours attaché, un sac à main serré dans une main gantée. Miss Marple n'a pas crié. Elle ferma simplement les yeux un instant, replia doucement la bâche et sortit. Au moment où le sergent Flint arriva, convoqué par un appel téléphonique discret, elle avait préparé une nouvelle théière et disposé l'enveloppe, le croquis du calendrier et son carnet sur la table du salon. Flint entra, pâle et tremblant. « Bon sang, encore un. »« Oui, dit-elle. Je crois que Vivian était morte depuis la nuit du 14, probablement quelques heures après avoir passé cette deuxième commande de fleurs. La bâche et le hangar suggèrent la hâte et la dissimulation. Quelqu'un espérait que le froid retarderait la découverte. » Flint passa une main dans ses cheveux humides, et pendant tout ce temps, nous pensions que c'était juste Clarissa. Miss Marple lui servit une tasse de thé. Il s'agit rarement d'un seul crime, sergent. C'est là le problème. Un mensonge en entraîne un autre. Un acte de peur en appelle un autre de désespoir. Il s'assit lourdement. Ça change tout. Oui, mais pas le modèle. Elle tapota à nouveau le mot. Vivian a donné une date limite à Clarissa, le 14e. Elle est probablement venue au magasin dans l'espoir d'une réconciliation ou d'une confrontation. Mais au lieu que Clarissa la réduise au silence, je crois que quelqu'un d'autre est intervenu. Quelqu'un qui risquait bien plus de perdre si Vivian disait la vérité. Flint fronça les sourcils. Mais qui? C'est ce que nous devons déterminer. Mais nous pouvons réduire la liste. Elle tourna son cahier vers lui. Les indices sont subtils mais révélateurs. Laissez-moi vous les expliquer. Flint se pencha en avant, les yeux écarquillés. Premièrement, commença-t-elle, Vivian est revenue secrètement, avec l'aide de quelqu'un, peut-être Edwin Tissot, même si je pense que son rôle était limité. Deuxièmement, elle a passé une commande de fleurs censée être parallèle à celle de Clarissa, mais elle comprenait un ruban bleu, un contrepoint symbolique. Elle envoyait un message? Oui, un défi visuel, peut-être même une réprimande. Miss Marple sirotait son thé. Troisièmement, le calendrier de Clarissa comprend un symbole de tromperie, le 14, le moulin à vent, ce qui signifie qu'elle savait que quelqu'un avait menti. Je crois maintenant que ce mensonge était lié au retour de Vivian. Flint hocha lentement la tête. Alors Vivian arrive, quelqu'un la confronte et la tue? Probablement. Le tueur savait que Clarissa était également en danger d'être révélée et a agi de manière préventive. Mais lorsque Clarissa elle-même a été tuée plus tard, je crois que le motif a changé. Pour dissimuler le premier crime, Miss Marple hocha la tête. Oui, et peut-être parce que Clarissa à la fin refusa de se taire. Flint déglutit difficilement. On a donc affaire à quelqu'un de proche des deux femmes, quelqu'un qui a quelque chose à perdre, sa réputation, sa position et même sa famille. Miss Marple le regarda attentivement. « Sergent, vous souvenez-vous de notre conversation précédente? Quand j'ai demandé si Honor Lyle avait reçu une livraison le 15. » Flint se raidit. « Oui, son mari a dit qu'il n'avait pas vu ce que c'était. Elle a reçu des tulipes blanches, avec un ruban, une reconnaissance silencieuse, soit de complicité, soit de culpabilité. Mais Madame Lyle, elle et Vivian étaient autrefois très proches, puis séparés, et maintenant, je suppose, réunis.
jusqu'à ce que Vivienne menace de révéler quelque chose qui pourrait détruire la vie soigneusement organisée d'Honor. Peut-être une liaison, ou une trahison, ou quelque chose de plus profond. Flint secoua la tête. Mais comment aurait-elle pu amener Vivienne jusqu'à ce hangar? Elle n'aurait pas eu besoin de l'attirer. Vivienne est venue volontiers, peut-être sous prétexte de réconciliation, peut-être pensant qu'elle rencontrait Clarissa. Et Clarissa. Elle a peut-être découvert la vérité par la suite, ou même soupçonné Honor. Les entrées codées du calendrier le suggèrent. Mais avant qu'elle puisse la révéler, elle aussi a été réduite au silence. Flint se leva. « Il va falloir l'interroger, Madame Lyle. »« Oui, » dit Miss Marple en se levant, mais avec douceur. Certaines vérités se dévoilent mieux dans le silence que sous la pression, surtout quand elles ont été gardées si longtemps. Dehors, la brume avait commencé à se dissiper, révélant un village qui semblait comme si rien n'avait changé. Et pourtant, tout l'était. 2 femmes gisaient mortes, l'une absente depuis longtemps, l'autre toujours présente. Et au cœur de tout cela, un calendrier, 2 bouquets et un ruban qui n'est plus noué. Mais Miss Marple le savait. Le schéma était désormais clair, et les derniers fils de la tapisserie commençaient tout juste à s'effilocher. La pluie s'était arrêtée au matin, laissant le village de Lower Binfold baigné et luisant, ses sentiers de pierre humides de souvenirs. Tout semblait plus calme que d'habitude, plus calme même que dans les heures qui avaient suivi la mort de Clarissa Harridan. Pour l'instant, il y avait 2 de morts à absorber, et bien que le nom de Vivienne Harridan n'ait pas été prononcé sérieusement depuis des décennies, il planait désormais sur le village comme un fantôme fraîchement réveillé. Ce matin-là, Miss Marple se déplaçait avec une précision délicate, comme si elle disposait mentalement des pièces d'échecs. Assise à son bureau, une plume à la main, elle rédigea un bref mot sur son papier à lettres ivoire. Son écriture, une boucle gracieuse de traits délibérés, ne laissait transparaître aucune tension dans ses pensées. « Mon cher honorable, je me demandais si vous pourriez prendre le thé avec moi cet après-midi. Rien de formel. Simplement un vieil ami cherchant du réconfort en sa compagnie pendant ces tristes événements. Je crois que nous avons des souvenirs communs qui méritent d'être évoqués. » Cordialement, Jane Marple plia le billet, le scella avec un simple cachet de cire et demanda à Dora Kendall, qui remettait des lettres du matin en guise de faveur à sa tante au bureau de poste, de le déposer discrètement au presbytère. Dora, sentant que quelque chose d'important, se préparait, obéit sans poser de questions. À 3h30, la pluie était revenue, même si elle était légère, frappant aux fenêtres de Church Lane Cottage comme un visiteur pas assez courageux pour frapper. Miss Marple avait servi un thé modeste, des biscuits aux amandes, un pot d'assam et une assiette de minuscules sandwichs aux concombres sans la croûte. Tout est soigné, familier, sûr. À 4 heures précises, Honor Lyle arriva. Elle portait ses vêtements gris doux habituels et une petite broche en argent en forme de croix. Peut-être un signe de piété ou peut-être simplement une armure. « Jane » dit-elle d'une voix douce et musicale comme toujours. « Quelle semaine ?»« Oui, chérie, j'espère que le révérend s'en sort. Il a été assez bouleversé, naturellement. Mais les sermons lui offrent une sorte de refuge. Il trouve du réconfort dans les Écritures, dans la routine. » Miss Marple sourit faiblement. « Le confort est une chose fragile, je trouve, comme un ruban. Un coup sec et il glisse complètement. » Honor baissa les yeux sur sa tasse de thé, puis la porta à ses lèvres. Aucune réaction, aucun tremblement, mais Miss Marple vit un léger éclair de conscience dans ses yeux. Ils parlèrent d'abord de choses ordinaires, du temps, de l'exposition florale reportée, du chat de Mademoiselle Pellington, disparu mais revenu curieusement, les moustaches roussies. Honor écoutait avec son calme habituel, le regard poliment fixé, le ton poliment neutre. Puis Miss Marple, d'une voix basse et calme, changea de sujet de conversation. « Tu te souviens de Vivienne, bien sûr. » Un silence passa entre eux. Honor posa sa tasse très doucement. « Bien sûr.
Elle vous a toujours admiré, poursuivit Miss Marple. Vous étiez comme des sœurs dans votre jeunesse, l'une si posée, l'autre si provocante. J'imagine que cela a donné naissance à une amitié peu commune. C'est vrai, dit Honor doucement. Elle a apporté le chaos, j'ai apporté la prudence. Ça a fonctionné un temps, mais pas pour toujours. Honor détourna le regard. Non. Dis-moi, savais-tu qu'elle était revenue? C'était là. Un sursaut, à peine perceptible. Elle est venue vers moi, a admis. Honor après une longue pause. Une seule fois. Elle m'a écrit en premier. M'a dit qu'elle serait à proximité et qu'elle voulait se rencontrer. J'étais choqué. Je ne m'attendais plus jamais à la revoir. Miss Marple leur servit du thé frais à tous les deux. Un léger parfum de cardamome flottait dans l'air. Qu'est-ce qu'elle voulait? Parler du passé de Clarissa. Elle avait changé, Jane. Son feu s'était atténué. Elle voulait la réconciliation et la vérité. Le regard de Miss Marple soutint le sien. Et vous vouliez la vérité? Honor baissa les yeux. Pas le genre de choses qu'elle proposait. Une longue pause s'ensuivit, mais Miss Marple ne l'interrompit pas. Elle a évoqué quelque chose que je croyais enfoui, poursuivit Honor, la voix plus faible. Quelque chose que je lui ai avoué quand nous étions petites. Un acte stupide, une indiscrétion, que je l'ai supplié de ne jamais partager. Et elle a accepté? Elle l'a fait pendant un temps. Mais cette visite était différente. Elle a dit que chacun avait le droit de savoir. Ce silence ne protège que les mauvaises personnes. Elle avait raison, dit doucement Miss Marple. La voix de Honor se durcit. Je ne pense pas que tu comprennes ce qu'aurait signifié une exposition, Jane. Pas seulement pour moi, mais pour mon mari, pour l'Église, pour la paroisse. Et donc, dit Miss Marple, vous l'avez tué? Un long et froid silence. La pluie frappa à nouveau les fenêtres, plus insistante maintenant. Non, dit enfin Honor, mais je le voulais. Elle se leva et se dirigea vers le feu, lui tournant le dos. Je l'ai rencontrée derrière le fleuriste, le 14. Elle m'a dit que Clarissa avait accepté de dire la vérité, si elle ne le faisait pas. Que, de toute façon, l'histoire finirait par éclater. Je l'ai suppliée de partir, d'oublier. Elle n'a pas voulu. Et puis, je l'ai laissée là, seule. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à récupérer au magasin, qu'elle attendrait Clarissa. Miss Marple se leva. Tu n'es pas entrée dans le hangar, non? Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Une pause. Honor se retourna, et pour la première fois, il y avait une véritable peur dans ses yeux. Oui, dit-elle. J'ai vu Dora Kendall passer devant la ruelle. Miss Marple cligna des yeux. Dora? J'ai trouvé cela étrange. Elle était habillée bizarrement, un foulard baissé, comme pour essayer de cacher son visage. Je n'y pensais pas beaucoup à l'époque. L'esprit de Miss Marple se déplaça comme une serrure qui se met en place. Honor, dit-elle doucement, Dora a-t-elle jamais connu Vivien? Pas à ma connaissance. Mais elle connaissait Clarissa. Elle a aidé à livrer les fleurs. Elle s'est occupée du courrier. Elle aurait vu le calendrier. Elle fait la réplique, ajouta lentement Honor. Miss Marple hocha la tête une fois. C'est ce qu'elle a fait. En début de soirée, Miss Marple était de nouveau au salon de thé. Dora Kendall venait juste de terminer son service, son tablier soigneusement plié sur le comptoir, un doux bourdonnement dans sa barbe. « Dora chérie, dit chaleureusement Miss Marple, puis-je marcher avec toi un moment ?» Dora parut surprise mais accepta. Les rues étaient calmes alors qu'ils descendaient High Street, passant devant le fleuriste sombre, devant le jardin vide du presbytère. Miss Marple attendit qu'il s'approche du bureau de poste, avant de parler. « Tu sais, dit-elle doucement, Clarissa m'a dit un jour que les secrets sont comme des fleurs pressées dans des livres. Ils ne disparaissent pas, ils s'aplatissent, simplement. » Dora ne répondit pas. « Vous avez visité la boutique. »« La nuit du 14. Non, dit rapidement Dora, j'étais à la maison. »« Je ne pense pas. Je crois que tu as vu Vivien, et je crois que tu l'as suivi. Tu avais regardé le calendrier, tu avais lu les messages.
Peut-être même que tu les avais enrichis. Dora s'arrêta de marcher. Tu ne sais pas à quoi elle ressemblait, dit-elle soudain. Viviane, elle n'était pas gentille. Elle rit quand je lui ai dit que j'admirais son travail, elle a dit que j'étais petit, insignifiant, que les gens comme moi n'auraient jamais d'importance. La voix de Miss Marple était calme. Tu l'as tuée à cause de ça. Non, rétorqua Dora. Je l'ai tuée parce qu'elle allait tout gâcher. Clarissa était forte. Elle a protégé le village du scandale. Mais Vivien, elle, voulait tout brûler. Alors tu l'as suivie. Tu as attendu qu'elle soit seule. Elle était déjà dans la remise, dit Dora, les mots tombant comme des feuilles. Je viens de fermer la porte. Je l'ai verrouillée. Elle toussait. Elle avait laissé tomber quelque chose. Elle ne m'a même pas vu. Et Clarissa? Dora détourna le visage. Elle a deviné, elle savait. Quand je suis revenu le lendemain, elle m'a regardé comme si j'étais une saleté. Elle a dit qu'elle allait voir la police. Alors Silence. J'ai utilisé les ciseaux. La pluie tombait plus fort maintenant. Miss Marple prit doucement la main de Dora. « Ma chère, dit-elle, vous avez confondu l'admiration avec l'amour, et la vérité avec la cruauté. C'est un grave malentendu. » De retour dans son cottage, Miss Marple s'assit de nouveau près du feu. Deux meurtres, l'un par rage, l'autre par peur. Et au centre, un calendrier, le dernier effort d'une femme pour parler sans parler. Elle a fermé son carnet. La justice viendrait. Et le village, bien que redevenu calme, ne serait plus jamais tout à fait le même. Le lendemain matin, le village de Lower Bindfold se réveillait avec la douce nouvelle que quelque chose de capital s'était produit. Rien de plus vulgaire qu'une annonce publique. Non, le village était bien trop délicat pour une telle franchise. Mais les signes étaient là, le fourgon de police garé près du salon de thé, les rideaux tirés du cottage Kendall, les bavardages discrets dans la file d'attente de l'épicier, où même Madame Crocombe a choisi le silence plutôt que la spéculation, pour une fois, et, bien sûr, le fait que Miss Marple avait été vue marchant avec le sergent Flint juste avant l'aube, son expression calme, mais ses mains jointes avec une certaine finalité. À 11 heures, les chuchotements s'étaient solidifiés en quelque chose qui ressemblait à un récit, et à midi la réflexion hebdomadaire du révérend avait été réécrite pour refléter des vérités longtemps enfouies et les dangers du silence déguisé en courtoisie. Mais seules 3 personnes connaissaient toute l'histoire, et 2 d'entre elles étaient désormais décédées. La troisième, comme toujours, était Miss Jane Marple. Elle avait invité le sergent Flint et le révérend Copplestone à prendre le thé cet après-midi-là, insistant, avec sa manière doucement implacable, sur le fait que la vérité, toute la vérité, doit être connue par au moins une autre personne de bonne moralité. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent tous les 3 assis dans son salon, la pluie claquant sur les vitres et l'odeur des biscuits au gingembre réchauffant. L'air. Le révérend Copplestone semblait troublé. Ses doigts étaient pressés l'un contre l'autre, comme s'il priait silencieusement. Le sergent Flint avait l'air fatigué, quoique soulagé, comme si la tempête s'était brisée et que l'épave était enfin visible. Miss Marple versa elle-même le thé, ses mouvements étant précis et sans hâte. « J'ai pensé, » commença-t-elle doucement, « qu'il serait utile de tout remettre dans l'ordre. Après tout, on ne tricote pas un modèle sans savoir où commence et où finit le fil. » Les 2 hommes hochèrent la tête, attendant. Viviane Harridan a déclaré. Miss Marple est revenue au village en secret. Elle a écrit à quelques personnes au préalable, M. Tyso et, je crois, Honor Lyle, pour demander des réunions discrètes. Son objectif, autant que je puisse en juger, était d'affronter une question du passé qui n'était pas résolue. Elle souhaitait révéler quelque chose, demanda doucement le révérend. Elle l'a fait, mais pas par dépit, dit Miss Marple. Viviane avait mûri. Je crois qu'elle souhaitait se libérer de sa culpabilité, liée à une indiscrétion de jeunesse impliquant une autre personne. Cette personne, c'était Honor Lyle.
Les mains du révérend se tendirent. Viviane avait autrefois promis de garder le secret d'Honor. Mais avec le temps, et peut-être la maladie ou le sentiment que le temps presse, elle a souhaité parler ouvertement. Flint se pencha en avant. Mais quel était le secret? Miss Marple avait l'air pensive. Je soupçonne que c'était de nature personnelle, une histoire d'amour, impliquant peut-être une personne désapprouvée par la famille Lyle, ou peut-être un avortement. Il y avait des rumeurs, si l'on se souvient des rumeurs de 1932. Quoi qu'il en soit, cela ne représentait aucun danger pour le public, mais cela aurait pu modifier la façon dont le presbytère et par extension la paroisse étaient perçus. Le révérend ferma les yeux un instant. « Mais Viviane n'a pas vécu pour le raconter », dit Flint d'une voix sombre. « Non », répondit Miss Marple. « Elle a passé une commande chez le fleuriste pour qu'elle vienne chercher le 16. Des tulipes blanches avec un ruban. Un message. Une réponse à la commande de Clarissa. Des tulipes blanches, sans ruban. La différence était délibérée. Le mot de Clarissa écrit sous le symbole du moulin à vent, son mot de passe personnel pour mensonge, était un avertissement. Je crois qu'elle avait appris le retour de Vivien et ce que cela signifiait. Et puis, demanda le révérend à voix basse. Le 14 au soir, poursuivit Miss Marple, Viviane arriva au magasin. Clarissa était probablement rentrée chez elle, ou peut-être préparait-elle encore ses commandes. Mais quelqu'un d'autre observait déjà. Dora Kendall. Flint leva brusquement les yeux. Mais pourquoi Dora? Miss Marple eut un sourire triste. Elle admirait Clarissa, l'idolâtrait, pas seulement en tant qu'employeur, mais comme un pilier de force, et elle détestait Vivien pour avoir menacé cela. Viviane l'avait autrefois humiliée, se moquait de ses ambitions, la traitait d'insignifiante. Cette blessure s'est suppurée, mais ce n'est pas vraiment un motif de meurtre. C'est vrai, dit doucement Miss Marple, si l'on croit qu'ils défendent le dernier bastion de l'ordre dans leur monde. Dora ne se considérait pas comme la tueuse. Elle se considérait comme la protecteur. Clarissa avait passé des années à détenir les secrets du village. Elle représentait la dignité et l'autorité. Vivien était la tempête. Elle l'a enfermée dans le hangar, murmura Flint. Oui, elle a suivi Viviane derrière le magasin, l'a vue se glisser dans l'ancienne dépendance, peut-être pour attendre Clarissa, et a simplement fermé la porte. Elle a tourné la nouvelle clé dans la nouvelle serrure, l'a laissée là. Le révérend avait l'air malade. Et Clarissa, elle a trouvé Vivien le lendemain matin, dit Miss Marple. Trop tard. Je pense qu'elle a immédiatement deviné qui avait fait ça, ou du moins qu'elle a soupçonné Dora. Elle l'a confrontée. Dora a paniqué. Elle ne pouvait pas laisser Clarissa aller à la police, alors elle a utilisé les cisailles. Flint s'assit dans son fauteuil, passant une main sur son visage. Et ensuite, j'ai mis en scène la situation pour donner l'impression qu'elle était morte en travaillant. Oui, répondit Miss Marple. Mais c'était une tentative ratée. Clarissa n'aurait jamais laissé ses outils ainsi. Le radiateur a été éteint pour retarder la découverte. Le calendrier est resté intact, sauf que quelqu'un y est retourné et a effacé une partie d'une note au crayon sous la date du 15. C'est à ce moment-là que j'ai soupçonné une falsification. « Et le message ?» demanda le révérend. « Récupéré partiellement », a-t-elle déclaré. Cela faisait allusion à un deuxième nom impliqué dans le secret que portait Vivien, quelqu'un avec une écriture correspondante. Pas seulement. Hello, Susan, elle tapota doucement sa tasse de thé. Je crois que Vivien a découvert que Clarissa et Honor avaient contribué à la dissimulation il y a longtemps, deux mains dans le même pot d'encre. Le silence tomba. Mais Honor ne l'a pas tuée, dit Flint. Non, elle a rencontré Vivien, oui, mais elle est partie avant le moment fatal. Elle était coupable d'omission, pas d'action. Et Dora? Miss Marple jeta un coup d'œil à l'horloge. Elle est actuellement entre les mains de la police du comté. Elle a avoué, elle a fait une déclaration complète. Une enquête sera ouverte et la justice suivra son cours. Le révérend déglutit difficilement.
Elle était si calme, si banale. Les yeux de Miss Marple rencontrèrent les siens. « Personne n'est vraiment banal, vicaire. Nous sommes tous dangereux à notre manière. Nous portons colère, chagrin et fierté sous des cardigans impeccables et des sourires discrets. L'erreur est de croire que le mal est toujours bruyant. » Une bûche craquait doucement dans la cheminée. « Elle sera probablement internée, pas emprisonnée, » dit doucement Flint. « Elle est fragile. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, et elle aura beaucoup de temps pour réfléchir à la frontière entre loyauté et destruction. » Ils restèrent assis ensemble quelques instants de plus. La pluie s'était arrêtée. Dehors, les oiseaux chantaient à nouveau. Le révérend se leva. « Merci, Jane, d'avoir vu clairement ce que les autres ont manqué. Ce n'était pas difficile, dit-elle. Les gens ne sont pas des énigmes, ce sont des schémas. Et, une fois qu'on en a vu suffisamment, on sait où chercher. » Elle leur a offert à tous les deux de chaleureux au revoir, et lorsque la porte s'est fermée, elle est retournée à son bureau. Elle sortit une dernière fois le croquis du calendrier, les marquages au crayon rouge, les symboles étranges, les faibles notations, le dernier effort d'une vie pour parler à travers le code. Elle le plia, le rangea dans son cahier et se tourna vers la fenêtre. Le printemps revenait. Mais il en était de même pour la compréhension que même parmi les primevères et les cloches d'église, le cœur humain peut abriter l'hiver. Les semaines qui suivirent l'éclatement de l'affaire Harridan s'écoulèrent avec une douceur étrange, comme si le village de Lower Bynefold lui-même tirait un voile sur ses récentes horreurs. Les jonquilles cédèrent la place aux tulipes, et les haies se remirent à bourdonner d'abeilles. À première vue, tout semblait comme avant. Le facteur faisait sa tournée, le salon de thé Red Hen servait ses scones, et les cloches de l'église sonnaient chaque dimanche avec une ferveur inébranlable. Mais pour ceux qui avaient les yeux plus vifs, et ceux de Miss Marple étaient parmi les plus perspicaces, l'air n'était pas tout à fait le même. Il contenait le parfum léger et persistant des vérités mises à nu. Clarissa Harridan a été enterrée avec une cérémonie modeste, même si elle a attiré une foule respectueuse. Ses funérailles, qui ont eu lieu par une claire matinée d'avril, ont été sombres et sans fioritures, à l'exception de l'absence flagrante de composition florale. Par respect ou par culpabilité, aucun villageois n'a osé placer ne serait-ce qu'une marguerite sur son cercueil. On a dit qu'elle aurait préféré que ce soit ainsi. Le cercueil était porté par 4 citadins, dont M. Hargreaves, habituellement réticent, et le révérend solennel Copplestone, qui fit l'éloge funèbre d'une voix à la fois digne et peinée. Il ne fit aucune mention du langage acéré ou des manières solitaires de Clarissa, choisissant plutôt de parler de sa loyauté, de son ordre et de la diligence tranquille avec laquelle elle avait maintenu sa beauté au milieu de la vie quotidienne. Vivien. Harridan a été enterré 3 jours plus tard, lors d'un service privé et largement inavoué. Sa tombe se trouvait à 2 parcelles de celle de sa sœur, sous un cerisier aux fleurs blanches. Miss Marple a fait en sorte qu'un petit bouquet de jacinthe y soit placé. Il n'y avait pas de ruban. Peu de villageois ont visité cette tombe. Ils sont encore moins nombreux à citer le nom de Vivien dans les semaines qui suivent. À la salle paroissiale, Madame Crocombe prend temporairement la charge du comité floral du Cercle des femmes. Même si elle manquait de la retenue esthétique de Clarissa, elle compensait cela avec enthousiasme et une passion pour les couleurs vives qui frôlaient l'alarme. Mlle Pellington, sous le poids des récents événements, s'est retirée de l'animation, des soirées poétiques du village, invoquant une usure émotionnelle. Sa place a rapidement été prise par Elsie Braithwaite, qui, bien que nerveuse, apportait à ses lectures une douceur et une délicatesse que beaucoup trouvaient étonnamment réconfortantes. Le salon de thé Red Hen a prospéré, soutenu par un trafic piétonnier renouvelé et un optimisme prudent. Les gens s'attardaient un peu plus longtemps autour de leur thé, parlaient un peu plus gentiment et hésitaient, juste un peu, avant de répéter les derniers potins. Une leçon, peut-être, les avait frappés. Même le sergent Flint, autrefois,
considéré comme trop empressé et inexpérimenté, se retrouva traité avec un respect nouveau. Il avait géré la seconde arrestation avec sang-froid, ne révélant les aveux de Dora Kendall qu'aux autorités de la couronne. La jeune fille avait été emmenée discrètement dans un établissement de l'Oxfordshire, où des médecins auraient évalué son état mental. Le village parlait de moins en moins d'elle chaque jour qui passait. Miss Marple, de son côté, reprit sa routine tranquille avec la grâce d'une femme qui ne l'avait jamais rompue. Elle allait à l'église, achetait des fraises au marché et a été vue une fois de plus en train de tricoter sur son porche dans la douce lumière de l'après-midi. Mais dans ses pensées, le schéma de ce qui s'était passé restait bien vivant. Elle avait déjà vu de tels crimes, commis non pas par cupidité ou par haine, mais par dévotion égarée. La fidélité n'est pas toujours une vertu, elle avait écrit un jour dans une lettre à une nièce, pas quand cela aveugle la gentillesse ou la raison. Et dans le cas de Dora Kendall, la loyauté s'était transformée en obsession. Un dimanche, 2 semaines après les deuxièmes funérailles, Honor Lyle est venue nous rendre visite. Miss Marple l'attendait. Elle ouvrit elle-même la porte et accueillit la femme du pasteur avec son calme habituel. Les 2 femmes s'assirent dans le salon, où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle et où le parfum de la verveine citronnée emplissait l'air. « Merci de m'avoir reçu, » dit Honor doucement, les mains jointes, fermement sur ses genoux. « J'imagine que ce n'était pas une décision facile, » a répondu Miss Marple. « Non. » Ils restèrent assis un long moment en silence avant qu'Honor ne parle à nouveau. « Tu avais raison à propos de tout. » Miss Marple inclina la tête. Seule la vérité m'intéressait. « Je sais. » Honor détourna le regard, puis ajouta « L'évêque a demandé à Gérald de prendre un congé. Ils disent que c'est une routine, mais nous savons ce que cela signifie. Je suis désolé. » Honor hocha la tête. Cela devait arriver. Les secrets ont de longues ombres. Et qu'en est-il? Du vôtre? Le mien restera enterré, pour l'instant, du moins officiellement, mais il ne pèse plus comme avant. Miss Marple la regardait attentivement. Parfois, ce n'est pas à celui qui le connaît qu'on peut se débarrasser d'un fardeau, mais au fait de savoir qu'il ne vous appartient plus. Les yeux d'Honor brillèrent. Je crois que vous comprenez. Cela mieux que quiconque. Ils prirent le thé, parlèrent un peu de petites choses et se séparèrent aussi doucement qu'ils s'étaient rencontrés. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son fauteuil, son carnet ouvert sur la table d'appoint. Elle prit son stylo et écrivit la dernière note sur la dernière page, sous le titre « L'affaire du calendrier du fleuriste, motif. Vérité cachée, honte personnelle, protection mal avisée. Victime 1, Vivian Harridan. Défi symbolique. » Lancé à Clarissa victime 2. Clarissa Harridan, menacée d'être dénoncée, trop tard pour se rétracter. Tueuse. Dora Kendall. La dévotion est devenue destructrice. Accessoire du silence. Honor Lyle. Connaissance retenue, remarque. Le crayon rouge marque intentionnellement, chacun étant une miette de pain psychologique, le symbole du moulin à vent marquait le mensonge clé, le retour de Viviane. L'enveloppe manquante a révélé un mobile plus qu'une preuve. La loyauté est un outil puissant et dangereux lorsqu'elle est utilisée pour justifier le mal. Tulipe blanche, silence, ruban bleu. Défiel ferma le cahier et le glissa dans son modeste bureau, où dormaient tranquillement des décennies de documents similaires, pas pour la gloire ni par curiosité, mais par souci de clarté, pour sa propre paix. Dehors, le crépuscule était tombé. Les lumières du village commencèrent à clignoter aux fenêtres de Church Lane. Le monde a tourné en avant. Mais au cœur de Lower Bindfold, sous le bruit des sifflets et le bruissement des journaux du dimanche, quelque chose d'autre avait changé, une compréhension plus profonde, que sous chaque haie et derrière chaque rideau de dentelle, les cœurs humains palpitaient de secrets, certains enfouis, d'autres florissants, et que seuls ceux qui avaient la patience d'écouter tranquillement comme Miss Marple l'avait toujours fait, pouvaient les entendre bruisser dans le vent.